Bonjour à tous, je suis Nathalie Salagissa. Studio Hirondelle RDC est à Goma aujourd'hui sur la 88.1 FM, Radio Taïna. Nous sommes ensemble pour célébrer les 20 ans de la résolution 1325 des Nations Unies, Femmes, Paix et Sécurité. C'était exactement les 31 octobre 2000. Avec nous dans ces studios, 3 invités. Merci de nous suivre. Octobre 2000, octobre 2020, 20 ans depuis que les Nations Unies ont adopté la résolution 1325 visant à mettre fin aux violences sexuelles faites aux femmes lors des conflits armés. Elle demande aux parties aux conflits armés de prendre des mesures spéciales pour protéger les femmes et les filles contre les actes de violence pendant les guerres. Cette résolution encourage également les États à assurer une plus grande représentation des femmes à la prise des décisions dans les institutions et les mécanismes nationaux, régionaux et internationaux en vue de la prévention et de la gestion du règlement des conflits. Et de leur donner également la possibilité de participer au processus de paix afin de trouver des solutions à long terme. La 1325 vise aussi l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. 20 ans après l'adoption de la résolution 1325, les fléaux du viol comme arme de guerre continuent d'assombrir la vie de centaines de femmes congolaises en Ituri, au Kasaï et ici dans les Kivu, les Nord Kivu et les Sud Kivu bien sûr, les empêchant ainsi de vivre pleinement leur vie dans la société. Nous abordons donc ces sujets avec nos 3 invités. Maître Nelly Mbangu, vous êtes présidente de l'organisation Sauti wa Mama Mkongomani. Bonjour. Bonjour. Maître Gracias Kibanja, vous êtes défenseur judiciaire près le tribunal de grande instance de Goma, point focal du réseau des enfants et des jeunes africains pour les droits humains REJAD RDC. Bonjour. Bonjour. Maître Nadine Saïba, vous êtes coordonnatrice de l'association des femmes avocates du Nord Kivu et de la zone RDC du réseau international des femmes avocates. Vous êtes également consultante en genre, investigation et poursuite de violences sexuelles comme crimes internationaux. Bonjour Maître Saïba. Bonjour. Alors nous débutons notre échange avec la toute première question, c'est celle que j'adresse à Maître Nelly Mbangu. Maître, dites-nous, quel est l'état des lieux de violence sexuelle aujourd'hui dans le Nord Kivu, tout comme dans les Sud Kivu, comparativement à la résolution 1325 qui a été votée il y a 20 ans? Merci beaucoup. Merci à la Fondation Hirondelle pour l'invitation. Oui. Nous sommes très heureuses, nous d'abord en tant qu'activistes des droits de la femme, de participer à cette émission. Comme vous le savez, et je pense que vous l'avez même dit, vous l'avez dit dès le début de cette émission, vous avez donné un peu le contexte par rapport à la situation qui traverse tous les Congolais, je dirais les femmes en particulier, à l'est de la République démocratique du Congo. D'abord, je voudrais circonscrire cette résolution pour dire que la résolution 1325, c'est une décision du Conseil de sécurité et qui a pour objectif de pouvoir légiférer dans certains domaines de sécurité, bien sûr, en ce qui concerne surtout l'implication des femmes dans le processus de résolution de conflits au niveau du monde. Et ça, je pense que vous l'avez constaté avec les femmes de l'Est de la RDC, parce que vous êtes ici depuis la semaine passée. Il y a eu beaucoup d'abus sexuels, beaucoup de violences qui ont été commises à l'endroit de la femme, et pas seulement la femme, je dirais aussi les enfants. Et depuis, en fait, l'adoption de la résolution 1325, vous allez aussi constater que les femmes de l'Est n'ont pas croisé leurs bras. Et juste, je pense même au début, avant l'adoption de la résolution 1325, on a vu les femmes se liguer pour combattre les différentes violences, différentes violations de droits humains, et même arriver à obtenir du Conseil de sécurité cette résolution, parce qu'il s'agit en fait d'un combat. D'un combat commun des femmes de toute l'humanité qui se sont dites qu'elles devraient aussi s'impliquer dans le cadre de pouvoir en fait éradiquer les violences au niveau global. Et s'il faut parler de la question maintenant, si je dois encore faire un petit état des lieux, je vais dire que
Les violences ont commencé il y a très longtemps, c'est depuis 1994. Si je ne m'abuse, il y a beaucoup de violations des droits humains, mais aussi on a constaté aussi qu'il y a beaucoup de femmes. Les femmes qui se déplaçaient parce qu'il y a eu cette situation, je dirais des non-paix où les femmes étaient obligées de pouvoir se déplacer de zone à zone parce que il y a des conflits qui sont au niveau de leur pays. Et pour l'Est de la RDC, c'est depuis 1994 que nous sommes dans cette situation. La situation continue à s'aggraver plutôt, et on voit aujourd'hui des transformations des conflits. Donc au début, on a commencé avec des guerres entre États, et aujourd'hui nous avons des guerres maintenant à l'interne où il y a des groupes armés qui sont dans notre pays et qui continuent à endeuiller nos communautés. Nous avons des situations très alarmantes. Nous avons des femmes qui sont victimes de violences sexuelles, parfois en masse et parfois, donc je dirais, de manière individuelle. Donc nous avons aussi des situations par rapport à, je dirais, à l'enrôlement des enfants dans le groupe armé, parce qu'il y en a qui pensent que quand on est avec des enfants, on parvient quand même à avoir une main d'œuvre aussi plus efficace, parce que les enfants ne réfléchissent pas trop, comme vous pouvez le constater. Donc, il y a beaucoup d'abus, je ne saurais pas tout donner ici, mais je pense que la résolution 1325 est arrivée à point nommé pour nous permettre, nous en tant qu'activistes, de nous mettre, donc de nous évaluer par rapport à nos actions, mais aussi de savoir comment nous nous comportons lorsque, par exemple, nos pays sont en difficulté et lorsque nos pays sont en tension, je dirais dans une crise. Et c'est ça ce que la résolution est venue faire en fait. Donc c'est de pouvoir amener les femmes à s'impliquer davantage dans la recherche de la paix. Oui. Donc, et par rapport à cet état des lieux, est-ce qu'on va dire aujourd'hui que avec la résolution 1325, il y a comme une certaine évolution de la situation par rapport aux violences sexuelles? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas changé? Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui n'a pas bougé en fait? Bon, je dirais, exactement. Je dirais qu'il y a beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Parce qu'au début, quand on a commencé l'activisme, moi, je me rappelle à mon époque, et les femmes avaient beaucoup de difficultés de pouvoir s'impliquer sur certaines questions. Je parle des questions de paix, des questions de sécurité. Mais avec la résolution 1325, la résolution est venue renforcer nos actions sur le terrain. Parce que au début, quand une femme pouvait s'élever et parler des questions de sécurité, et le monde était presque étonné de constater qu'une femme pouvait en parler. Mais avec la résolution 1325, on a saisi la balle au bon pour dire c'est l'occasion, donc c'est l'occasion pour toutes les femmes de pouvoir se liguer. Il y a aujourd'hui beaucoup d'avancées. Je dirais il y a eu beaucoup de femmes qui ont participé dans plusieurs processus. À Sun City, vous avez vu, il y a eu des femmes, bien qu'à un nombre insuffisant. Nous allons y revenir tout à l'heure. Oui, mais donc il y a eu beaucoup de choses. Et la constitution même, de part même au niveau de l'arsenal juridique congolais, vous allez constater que il a fallu adapter certaines lois à cette résolution. Il y a la loi de la parité, il y a le code de la famille, il y a plusieurs réformes qui ont été... Et la loi sur les violences sexuelles. Et la loi sur les violences sexuelles. Donc, il y a beaucoup d'avancées. Ça c'est sur le plan, je dirais, juridique. Mais sur le plan aussi, s'il faut parler sur le plan de la participation des femmes. Vous avez aujourd'hui des femmes qui se sont en tout cas déterminées. Elles se sont fixées des objectifs. Aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont dans différentes, comment je dirais, instances de prise de décision et qui, c'est aujourd'hui, hein, elles font parler d'elles-mêmes. Je parle de Madame Mabunda. C'est pas par rapport toujours à cette résolution, parce qu'avant c'était compliqué. Je dirais ici qu'avec à l'époque de Mobutu, on pouvait constater des femmes qui étaient là, Zunzu Ambombo, Mayou Mankala et les autres, mais avec la résolution 1325, on sent qu'il y a un engouement des femmes qui veulent aussi participer dans les instances de prise de décision. Et c'est par leur droit. Et donc, je pense que la résolution, ça nous permet aujourd'hui de pouvoir parler de cette question de l'implication des femmes. Et j'aimerais dire que le 4 piliers de la résolution, et là, je vais commencer par la protection, la prévention, la participation et la résilience ou le relèvement. Donc, ce sont des piliers sur lesquels aujourd'hui les femmes travaillent pour qu'elles se retrouvent à tous dans ces 4 piliers-là pour en fait sentir, en fait, faire sentir ou faire parler leur voix, je dirais, donc parler de leurs droits. Parler de leurs droits, en fait. Exact. Merci beaucoup, maître Nelly. Je me tourne du côté de maître Gracias Kibanja. Pensez-vous aujourd'hui que les jeunes filles
dans les zones de conflit subissent moins de violences qu'il y a 20 ans et même plus. Est-ce que la situation a changé aujourd'hui? Depuis 2000, aujourd'hui on est en 2020, est-ce que les jeunes filles sont moins victimes de violences qu'il y a quelques années avant? Ok, merci beaucoup. Partons même de l'aperçu général que vient de nous donner Maître Nelly. Effectivement, nous louons d'abord cette initiative-là de ceux qui ont mis en place cette résolution 1325 qui a permis à ce qu'il y ait amélioration du cadre normatif, même ici chez nous en RDC, qui est aussi l'engouement des femmes dans certaines instances de prise de décision. Mais malheureusement, 20 ans après, la femme ou la jeune fille continue à être doublement encore victime de violences sexuelles et d'autres abus, que ça soit au niveau de ville comme au niveau de village ou bien en milieu rural. Donc partout, la femme et particulièrement la jeune fille, elle est encore victime de cela. Et malheureusement encore, il y a encore une certaine classe, une certaine catégorie qui reste ignorante de l'existence de cette résolution 1325. Et là, je parle particulièrement de la jeune fille parce que au début, les femmes étaient plus impliquées, mais on n'impliquait pas les jeunes filles. Et aujourd'hui, nous sentons qu'il y a certaines femmes qui, quand même, tant soit peu, impliquent les jeunes filles dans les différentes actions qu'ils mènent pour la mise en œuvre de cette résolution. Mais le travail est encore très loin d'être exécuté comme il se doit et l'implication de la jeune fille et de l'adolescente aussi serait très, très important pour que cette résolution 1325 puisse être mise en œuvre comme il se doit. Vous dites que la jeune fille, l'adolescente, est doublement victime de violences sexuelles. On voudrait comprendre. Doublement victime par rapport à quoi et à quoi? Parce que d'abord, premièrement, on a parlé ici de violence de masse. Donc, deux fois, il y a, c'est qu'on parle ici que non, le Nord Kivu est capitale du viol. Donc, il y a certaines filles qui sont victimes du viol, que ça soit en temps de guerre ou bien même lorsqu'il y a l'accalmie. Il y a certaines filles qui sont victimes de viol, mais aussi au niveau de nos familles. Au niveau de nos familles, les jeunes filles sont aussi victimes de violences sexuelles. Et malheureusement, on parle très souvent de violences lorsqu'il s'agit de violences qui sont liées à la guerre, mais les violences qui sont commises dans nos familles ne sont pas documentées, pourtant elles sont nombreuses. Et c'est là où la jeune fille devient doublement victime. Ok. Maître Nelly, vous avez l'intention de rebondir ou je passe d'abord à Maître Saïba avant de revenir vers vous? D'accord. Alors, Maître Nadine Saïba, la résolution 1325 invite les États à décourager les violences sexuelles en punissant les coupables et en rendant justice aux victimes. Et comme Maître Gracias l'a dit tout à l'heure, rendre justice, réparer, c'est aussi bien au niveau, au fait, quand on parle de la guerre, que même quand ça se passe en famille, dans l'Est de la RDC, 20 ans après, où en est-on en termes de justice et de réparation pour les survivantes de ces violences sexuelles? Les survivantes d'hier, mais aussi celles d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour la parole et pour l'initiative. C'est ici l'occasion de remercier les organisateurs de cette émission pour faire une évaluation. Est-ce qu'il s'agit d'un bilan, justement, de savoir d'où vient-on? Il y a eu adoption d'une résolution, mais que fait-on de cette résolution? Qu'est-ce qu'on aurait dû faire qui n'a pas été fait pour parler des avancées ou des défis? Et donc, s'agissant de la question de la justice, je pense que c'est une question fondamentale lorsqu'on parle de femmes, paix et sécurité. On ne saurait pas parler de la paix sans aborder la question de la justice. On ne saurait pas non plus parler de la justice sans parler de la question de sécurité et vice-versa. Premièrement, la question de la femme a été mise au centre de la préoccupation. Pourquoi la femme? Parce que depuis longtemps, comme l'a si bien dit Maître Nelly, depuis un temps, on a vu que la femme était au renégat. C'était un renégat et donc il fallait mettre la femme en avant pour l'impliquer à la participation au processus de paix, mais aussi il n'y a pas de justice sans la personne concernée elle-même, parce qu'on dit ce qui se fait pour nous sans nous et contre nous. Alors,
pour savoir évaluer la question de réparation, il faut d'abord évaluer tous les éléments de l'accès à la justice. Parce que ici, la question d'exécution des décisions judiciaires ou réparation, c'est une question qui vient vraiment en aval. Parce que en amont, il faut d'abord on évalue si les victimes des violences sexuelles ont reçu une justice par l'assistance ou par une représentation. Est-ce que il faut qu'on évalue s'il y a existence d'un cadre légal? On vient de le dire qu'il existe un cadre légal, parce que même la résolution 1325 vient s'ajouter, n'est-ce pas, au cadre normatif qui existe. Mais il faudrait en même temps que, après avoir évalué s'il y a existence de ce cadre légal, qu'on évalue si ce cadre légal est vulgarisé. Est-ce que les gens ont connaissance de l'existence de ce cadre légal? C'est le travail que les ONG font au quotidien. Lorsque on a en même temps évalué les trois éléments, on passe au quatrième élément. Est-ce que les procédures que l'on applique sont des procédures justes et équitables? Mais enfin, on arrive maintenant à dégager la question d'exécution des décisions judiciaires. La poursuite, donc, rentre dans le cadre du cinquième élément, qui est l'existence des procédures justes et équitables. 20 ans après, on peut se dire que on est allé de quelque part. Par exemple, les violences sexuelles comme crimes de guerre ou crimes internationaux n'étaient l'apanage que de la juridiction militaire. Mais aujourd'hui, on peut se dire, avec l'application du statut de Rome de la Cour pénale internationale, nous avons, n'est-ce pas, nous en RDC, mis en place les lois des mises en œuvre qui ont adopté intégralement toutes les dispositions du statut de Rome. Et ça, ce sont des réformes qui mettent en avant les avancées considérables sur le plan procédural et sur le plan de l'application de la loi. Aujourd'hui, les victimes des violences sexuelles bénéficient de ce qu'on appelle la protection des victimes et des témoins, qui sont des mécanismes mis en place devant la Cour pénale internationale, mais qui aujourd'hui sont appliqués chez nous en RDC. Et c'est vraiment des avancées considérables. Quant à la réparation, ça reste une question épineuse que nul d'entre nous n'a su évaluer sur le plan de succès. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec souvent les décisions qui découlent des procès sont des décisions qui mettent la République démocratique du Congo comme civilement responsable des crimes qui sont commis par les militaires ou par les organes de l'État. Mais on a du mal, n'est-ce pas, à avoir un chiffre bien établi, à part Songomboyo, où à un moment il y a eu un début d'exécution par l'achat d'une baleinière. Mais aujourd'hui, au nombre des crimes internationaux, je peux citer l'affaire 106, l'affaire Minova, l'affaire Mupoke au sud Kivu, on n'a pas, jusqu'aujourd'hui, l'affaire Fizi, aujourd'hui qui est devant la haute cour militaire, on n'a jamais vu une sorte de réparation qui soit compensatoire au préjudice qui est subi. Donc ça reste une épineuse question, mais qui peut trouver solution si la synergie s'y met. Oui, tout à l'heure, on va revenir très rapidement. Tout à l'heure, vous avez parlé des procédures justes et équitables pour l'accès à la justice pour les victimes. Ça veut dire quoi concrètement, ça? Ça veut dire que en droit positif congolais, il y a des modalités, n'est-ce pas? Il y a des modalités de justice. L'assistance judiciaire, c'est un droit reconnu à une victime, jugée d'ailleurs indigente. Parce que lorsque on voit les crimes commis dans les profonds villages de la RDC, c'est des femmes qui généralement n'ont pas de moyens. Et donc, il y a cette distance entre les villages et les milieux urbains où sont établies les institutions judiciaires qui font à ce que les victimes n'aient pas directement accès à la justice. Lorsque les organisations se mettent ensemble pour organiser soit des investigations conjointes, soit des audiences foraines, c'est seulement dans ces conditions que ces victimes peuvent accéder à la justice. Mais je peux dire que ça reste un défi parce que, en principe, pour parler à la fois de l'état de droit et de l'accès à la justice, il faut que l'on évalue que toute personne soit capable, de manière aisée, sans assistance, de se rendre en justice. Mais cela reste compliqué
D'autant plus que pour faire ce travail d'investigation ou pour faire ce travail d'audience foraine ou de comment on appelle ça lorsque la juridiction doit se déplacer, oui. Vers un milieu qu'on appelle itinérance, il faut des frais. Les avocats doivent être payés, les juges doivent être payés, les magistrats qui doivent investiguer doivent payer et même les assistants sociaux qui doivent les accompagner. Et c'est tout ça qui rentre dans le cadre de la problématique de l'accès à la justice. Merci Maître Saïba. Nous l'avons dit au départ, bien au début de l'émission, la résolution 1325 encourage l'implication de la femme dans les processus de paix et dans les règlements des différends. 2 ans après son adoption, soit en 2002, il y avait le dialogue intercongolais de Sun City qui a mis fin à la 2e guerre de rébellion en RDC. 40 femmes ont pris part aux discussions entre les belligérants. Maître Gracias Kibanja, pour vous qui travaillez avec et pour les jeunes, qu'est-ce que la jeune génération peut aujourd'hui tirer de l'implication de ces femmes dans ce dialogue de Sun City? Un dialogue que l'on peut considérer à juste titre comme le plus grand rendez-vous de paix que notre pays a connu. Est-ce que cela inspire les jeunes aujourd'hui? Ok, merci beaucoup. Effectivement, ce dialogue a été un grand rendez-vous de paix, mais malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nous ne sentons pas vraiment la mise en œuvre des différentes résolutions qui ont été prises dans ce dialogue-là. Pourquoi? Parce que nous avons senti que le dialogue, plutôt que de travailler pour la pacification de la RDC, mais ils se sont plus attelés sur le partage de postes équitables. Et cela a été même inscrit dans le dialogue lorsqu'ils sont parlé de la recherche d'une solution pacifique et équitable. En parlant d'une solution équitable, là c'était purement individuel, ou bien je peux dire cela ne concernait pas le peuple. Et donc cela fait à ce que nous, en tant que jeunes, on ne se retrouve pas dans la résolution de ce dialogue. C'est pourquoi il est grand temps que nos dirigeants puissent très souvent, lorsqu'on parle de dialogue, chercher à impliquer aussi la jeunesse, mais surtout pas seulement impliquer la jeunesse, mais ne pas se limiter seulement à la distribution de postes, mais savoir qu'ils ont plus de responsabilités à remplir pour permettre à ce que qu'ils puissent nous inspirer nous aussi et travailler aussi dans la recherche de la paix, parce que la recherche de la paix c'est un processus et demande à ce que toutes les générations puissent être impliquées. Donc il est grand temps effectivement que nous, en tant que jeunes, nous puissions aussi s'impliquer dans cette recherche-là, mais également, vous savez, il y a eu peut-être 40 femmes qui ont participé à ce dialogue, mais je doute fort que la voix de toutes ces 40 femmes-là a été écoutée et prise en considération. Donc je pense que Maître Nelly et Madame Nadine sont mieux placées pour parler de cela. Merci. Donc pour vous, les dialogues de Sun City, c'est effectivement ça a été effectivement un grand rendez-vous, mais on peut pas en saisir l'impact aujourd'hui par la génération d'aujourd'hui en fait, parce que ça n'a pas été vulgarisé, tout le monde n'a pas pris part à ça, ça n'a pas été partagé même auprès de jeunes. C'est ce que vous voulez dire? Non seulement on n'a pas été vulgarisé, et même les résolutions qui ont été prises, ils se sont limités juste à la distribution de postes. Mais en termes de responsabilité, nous ne sentons pas, nous en tant que population ou bien en tant que jeunes, nous ne sentons pas l'impact de résolutions qui ont été prises durant ce rendez-vous-là, et surtout quand on parle de la pacification, parce que je me dis à l'époque à Sun City, il y avait 4 ou 5 partis politiques qui tous avaient de groupes armés ou bien des militaires à leur cause, mais aujourd'hui il y a une multiplicité des groupes armés, et donc il faudrait se poser encore des questions, voir encore des nouvelles stratégies à prendre, parce que cela démontre que après le dialogue de Sun City, la question de pacification est devenue encore plus grave qu'avant le dialogue de Sun City. Merci Maître Gracias. Je me tourne du côté de Maître Nelly Mbangu. 10 ans après Sun City, donc en 2012, il y a eu l'accord de Nairobi qui a mis fin à la guerre du M23 ici au Nord Kivu. Quelle a été l'implication de la femme dans ce processus de paix? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord saluer toutes les interventions de mes co-débattrices. Je sens vraiment qu'il y a beaucoup de matières qui ont été données depuis le début. Mais je voudrais
par rapport au dialogue de Nairobi, je voudrais d'abord qu'on sache que aucune, surtout à l'est de la RDC, les femmes de l'est de la RDC n'ont pas été conviées à ces dialogues. Les dialogues concernaient que les belligérants qui étaient dans je dirais, en discussion ou en pourparlers avec le gouvernement congolais, mais avec d'autres partenaires, je dirais, internationaux, mais les femmes n'étaient pas là. Et ce que nous, femmes de l'Est de la RDC, nous avions fait, c'était de nous rendre à Nairobi avec nos propres moyens. Avec nos propres moyens pour, en tout cas, faire passer le message de paix. Faire passer le message des femmes. Parce qu'en fait, les femmes de l'Est de la RDC sont fatiguées de toutes ces guerres. Ça date depuis, comme je l'ai dit au début, 1994. Et si vous essayez un peu de regarder ce qui se passe depuis 1994, il y a eu des dialogues. Grâce à l'a si bien dit, il y a eu les dialogues de Sun City. Plusieurs autres discussions au niveau du pays. Il y a eu plusieurs réunions. Mais s'il faut regarder l'impact de toutes ces réunions pour la population civile, les femmes, les enfants, toutes ces communautés qui se retrouvent dans les zones où il y a plusieurs tensions. On ne sent pas en réalité l'impact de toutes ces résolutions qui ont été prises au cours de ces dialogues-là. Donc, il faudrait que le monde sache que pour, par exemple, le dialogue qui a été la conférence d'Ikivu ici, nous les femmes d'Ikivu, avant que la conférence n'ait lieu, nous avons commencé par organiser nos propres descentes. Les femmes du Nord Kivu sont allées voir Laurent Nkunda. À l'époque où il était là, je parle maintenant de l'époque de CNDP, avec la guerre des, comment on appelait ça, guerre de, je ne sais pas, rectification, ou je ne me rappelle même pas de cette... Mais oui, nous sommes allés jusque dans son fief pour parler avec lui, pour lui dire que nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe à l'Est, que nous sommes fatigués avec cette situation et que les enfants devraient aller à l'école parce que pour lui, si lui il avait des revendications, mais qu'il devrait savoir aussi que les populations civiles, les femmes et les enfants avaient les leurs. Et nous sommes partis pour lui dire comme ça, ce qui n'a pas été le cas pour les hommes. Et ça n'a jamais été dit. Et essayer de faire même l'analyse de tout ce qui est dit historique de ces pays, jamais on essaie d'insinuer ou même de parler de cette situation. Parce que les femmes sont allées jusque dans son fief pour lui parler. Et il menaçait de prendre la ville de Goma, je me rappelle, c'était le 28 octobre, parce que je venais d'accoucher ma fille, mes collègues qui sont partis jusque dans son fief, et sont rentrés autour du 27. Et comme il menaçait de prendre la ville de Goma, lui-même, au cours de cette discussion avec les femmes, il a dit aux femmes, je ne prendrai pas la ville de Goma. Et ça, je vous le garantis. Ce qui est arrivé dans la ville de Goma, c'était juste pour une question, je dirais, bon, comme vous savez, la question politique aussi se règle de sa manière. On ne sait pas ce qui est arrivé. La nuit là, du 28, on a senti, octobre, c'était au 28 octobre, on a senti qu'il y avait beaucoup d'engouement des militaires qui quittaient leur, je dirais, campement pour rentrer dans la ville. Mais il faut comprendre que les femmes ont parlé avec Nkunda et Nkunda a arrêté de venir dans la ville de Goma. Il a arrêté sa mission de descendre sur la ville. Alors, par rapport au M23, vous dites que vous êtes déplacé avec vos propres moyens. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Avez-vous pu avoir la parole? On n'était pas invité. Quand vous n'êtes pas invité, vous n'êtes pas invité. Vous êtes dans le couloir. Vous faites je ne sais pas, les plaidoyers dans le couloir. Vous avez des messages que vous pouvez faire passer dans le couloir. Et donc, les femmes avaient des messages, et les messages qui étaient clairs, si clairs, pour dire nous ne sommes pas d'accord avec le partage des postes encore au cours de ces dialogues, nous voulons la paix. Essayer de chercher comment nous sortir de cette situation. Et c'était ça le message des femmes. Mais allez-y. Oui, donc si vous essayez un peu de faire l'analyse depuis le début de tous ces dialogues, combien de femmes, même si on dit 40%, c'est pas 40 femmes à Sun City, par rapport au nombre qui a été à Sun City, combien de femmes étaient là? Et je dis encore qu'à Sun City, il y avait encore une délégation des femmes qui étaient dans le couloir, qui étaient dehors et qui attendaient que les choses capotent pour entrer dans la salle avec brutalité. Ces femmes-là qui se sont liguées pour dire nous sommes fatigués avec les guerres, ce sont nos enfants qui meurent tous les jours, c'est nos maris qui sont amenés dans le groupe armé, nous ne voulons pas de ça. Et donc les femmes veulent s'impliquer effectivement, mais quelquefois on ne leur accorde pas la parole. C'est ça. Et donc nous sommes aujourd'hui contente de constater que nous avons la loi sur la parité et l'article 13 ou 14 dit disent plutôt que les femmes doivent
participer dans les instances de prise de décision et même dans les tables de négociation. Aujourd'hui, nous avons cet article-là sur lequel nous pouvons nous baser pour revendiquer notre participation. Mais au début, c'était pas facile. Je dois dire ici que c'était pas facile au début. Merci, Maître Nelly. Maître Saïba, je rappelle que vous êtes aussi consultante en genre. Dites-nous, Maître, pourquoi il est important que la femme s'implique dans toutes les démarches nationales, régionales et internationales de recherche de paix et même dans la gestion de la crise politique? J'aimerais d'abord rebondir sur ce que Maître Nelly rapidement, venait de dire rapidement, oui. Puisque en tout cas, ce qui s'énonce bien, comme on le dit, et les mots pour le dire viennent aisément. Et je crois que Maître Nelly a si bien dit, la problématique, elle est abordée de manière parcellaire, alors que la question de genre, si on doit parler vraiment de la question de genre, c'est une question qui doit être, qui constitue un tout. Hein, c'est vraiment un tout. Et le développement, s'il faut aborder la question de développement sans l'implication, n'est-ce pas, de la femme, c'est un peu comme prendre une décision sans tenir compte des spécificités. Alors, comme vous le savez, quand on voudrait impliquer la femme, c'est parce que la femme, elle est mieux placée pour parler de ce dont elle est victime ou de ses besoins spécifiques. N'est-ce pas qu'on parle toujours du couple mère-enfant, parce qu'on ne doit pas dissocier les deux. Aujourd'hui, lorsque Maître Nelly nous explique comment elle était voir avec le groupe, aller voir Monsieur Nkunda, justement parce que la femme, elle a compris qu'à part elle, il y a les enfants, à part elle, il y a la famille. Et toutes les fois que vous verrez les conflits, c'est la femme qui est mise en avant. Toutes les fois qu'il y a un conflit armé, je sais pas moi, à Massissi, à Rutshuru, vous voyez des images, c'est la femme qui porte le matelas, elle porte le bébé et elle est finalement, elle-même, elle est chef de ménage lorsque son mari n'arrive plus, par exemple, à destination parce qu'il est décédé en cours de route, c'est toujours la femme. Lorsque elle doit chercher, parce que c'est elle qui tient l'économie même lors de ce déplacement, elle tient l'économie du ménage, elle doit aller chercher les boîtes de chauffe et en cours de chemin, elle est violée. Et lorsqu'elle revient donc et que on parle d'un processus de paix, on n'appellera pas la femme, on appellera plutôt les hommes pour des intérêts égoïstes. Mais si on met la femme au centre, si on voudrait impliquer la femme, comme le voudrait la résolution 1325, justement c'est pour éviter qu'il y ait la timidité de cette participation-là. C'est pour qu'on valorise la prise de parole de la femme, mais pour que dans son rôle de vecteur de changement, que cette femme, dans sa prise de parole, arrive à énoncer les avis qui sont plutôt communautaires qu'individuels. Et donc, la femme, elle a des problèmes spécifiques qui doivent être pris en compte lors de processus de pacification ou de sécurité. Et d'ailleurs, dans un avenir proche, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, va organiser des consultations pour endiguer une crise politique. Pourquoi est-ce qu'il est important que la femme s'y implique? J'ai l'obligation de réserve en tant qu'avocate. Je suis apolitique. Mais je pense que de manière générale, comme on vient si bien de le dire, parce que la femme doit participer, n'est-ce pas, à tout processus. Et si on identifie, parce qu'il y a des femmes compétentes, il est temps donc de penser que pour des questions qui concernent la femme, qui concernent le développement de la nation, de la patrie, on a besoin de la voix de la femme. On a besoin que la parole de la femme se libère. On a besoin donc que la cible que je ne connais pas soit identifiée et parmi lesquelles les femmes compétentes. Parce qu'il faudrait faire la différence entre femmes et femmes. Parmi les femmes, chacune de nous a sa spécificité. À une parole que Maître Nelly peut facilement expliciter, je n'aimerais pas que Maître Nadine vienne y mettre sa voix. Je laisserai à Maître Nelly, n'est-ce pas, son expertise. Et moi, je crois que dans les domaines des compétences, on devrait identifier quelles sont les femmes et la liste ou la planification doit en tenir compte. Débat Studio Hirondelle RDC sur la 88.1 FM Radio Taïna à Goma.
Merci de nous suivre et si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous parlons de la résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. Cette résolution a totalisé 20 ans cette année, précisément le 31 octobre. Nous sommes en compagnie de 3 activistes de droits de la femme du Nord Kivu. Ngoma ya Congo, s'assurer que le corps des femmes ne fasse plus partie du champ de bataille pendant les périodes de conflits armés pour pouvoir promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, voilà l'objectif final de la résolution 1325. Dites-nous, mesdames, comment concrétiser cette autonomisation des femmes et des jeunes filles dans le contexte de l'Est de la RDC? Maître Nelly Mbangu. Merci beaucoup. D'abord, il faut savoir que au-delà de tout, les femmes de l'Est de la RDC se battent nuit et jour pour leur propre autonomie. Donc, je dirais que c'est vrai, il y a des lois qui sont déjà là et qui parviennent à protéger, mais il y a lieu de pouvoir demander aux autorités de prendre des mesures pour assurer la sécurité aux femmes, la sécurité des enfants, la sécurité de toutes les populations civiles. Parce qu'en fait, ce qui se passe à l'Est de la RDC, parfois quand on en parle, vous avez presque l'impression que vous êtes dans l'imaginaire. Ce qui se passe, c'est quelque chose d'assez horrible et nous, les femmes, nous sommes déterminées à pouvoir nous impliquer. Commencer par notre propre formation, renforcement des capacités pour aller vers une autonomie qui soit plus complète. Et je dirais donc, les femmes doivent d'abord savoir qu'elles ont des droits et après cela, elles doivent se battre pour revendiquer ces droits-là. Et c'est ce que nous faisons, nous, en tant qu'activistes des droits humains. Nous sommes là avec les femmes, et les femmes aujourd'hui, elles sont déjà suffisamment renforcées en capacité. Si vous allez dans les villages, vous allez trouver des femmes qui sont presque devenues des parajuristes. Il y en a Maître Nadine qui l'essaie, qui aujourd'hui aborde des questions même de droit avec beaucoup plus de précision. Donc, pour nous, les femmes, l'autonomie des femmes par rapport même à la question de la protection, la question de la prévention des violences, c'est une question qui se pose avec beaucoup d'acuité. Et nous demandons aux autorités de nous aider, nous, en tant que activistes, d'abord de comprendre que nous avons, de reconnaître ce que nous faisons sur le terrain. Parce que les femmes de l'Est de la RDC ont beaucoup fait. Et les femmes organisent beaucoup d'activités. La vulgarisation des lois, c'est une matière, c'est de toute façon des actions qui devraient être menées par l'État congolais. Mais nous les faisons parce que nous sommes activistes. Et aujourd'hui, nous faisons des sensibilisations sur différentes lois. Les femmes connaissent leurs droits. Ce qui reste à faire, c'est plus la question aussi de la volonté politique, les États, l'État doit comprendre que les femmes sont là et elles ont besoin de plus de participation, plus de prévention des violences et plus de protection. Donc il n'y a que ça. Et après, on pourra voir avec la résilience. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui nourrissent leur famille. Demandez-nous comment avec cette situation. C'est comme ça que quand quelqu'un vient de l'Ouest, il a presque l'impression qu'il ne comprend plus rien. Comment les gens peuvent vivre dans un climat comme dans ces conditions, mais qu'elles soient encore plus aptes, plus dynamiques. Et j'ai toujours dit à mes collègues, si on était en Syrie ou je ne sais pas, dans d'autres pays, on serait peut-être noyés dans les océans pour chercher refuge. Mais nous, les femmes de l'Est, nous faisons avec nos moyens de bord. Nous nous battons pour nous mettre, je dirais, en exergue, pour démontrer que nous sommes des femmes capables. Et l'État congolais doit focaliser son attention sur ça, capitaliser les actions que nous avons menées sur le terrain pour arriver enfin à pouvoir mettre des mesures et une politique de protection plus efficace. Merci beaucoup, Maître Nelly Mbangu. Maître Gracias Kibanja, qu'est-ce qui doit être fait prioritairement pour l'autonomisation de jeunes filles dans le Nord-Kivu, le nord comme les sud? Rapidement, s'il vous plaît. Effectivement, je ne veux plus revenir sur ce que Madame Nelly vient de dire. Il y a beaucoup de choses qui ont été déjà faites jusque-là, mais je pense qu'il est grand temps aussi de pouvoir, j'insiste beaucoup sur l'implication de la jeune fille et de l'adolescente. Nous, en tant qu'activistes, nous faisons de notre part en mettant des clubs de filles pour le droit humain dans des écoles et dans d'autres milieux non scolaires, mais c'est pas suffisant. Donc pourquoi? Parce que il faudrait que chaque fille puisse savoir son droit pour savoir comment est-ce qu'il va
elle va le revendiquer. Donc il y a encore beaucoup à faire dans l'encadrement, bien la vulgarisation de textes auprès de jeunes filles et des adolescentes pour qu'elles puissent savoir pour qu'on puisse voir comment prévenir le violence, mais aussi qu'elle aussi en tant que jeune fille en grandissant, qu'elle puisse savoir qu'elle a une part de responsabilité dans la mise en œuvre de certaines lois et dans l'éradication de violences sexuelles et basées sur le genre. Mais aussi insister aussi sur la responsabilité des hommes et la responsabilité de jeunes garçons et frères, parce que nous savons bien que dans nos familles, telles que nous grandissons, il y a certaines normes qui accentuent la discrimination de la jeune fille, et donc il faut aussi travailler dans ce sens-là, parce que la jeune fille en elle-même, elle ne peut pas travailler seule dans l'éradication de violences sexuelles et basées sur le genre. Il faudrait que le garçon aussi, ou bien les hommes, puissent savoir qu'ils ont aussi une part de responsabilité dans l'éradication de violences sexuelles et basées sur le genre. Merci Maître Gracias. Nous terminons cette émission avec les propos de Maître Nadine Saïba. Comment promouvoir l'égalité des sexes dans les régions du pays en proie aux conflits armés ou à une instabilité sécuritaire comme les deux Kivu, les Nord et les Sud, l'Ituri ou les Kasaï? Comment promouvoir l'égalité de sexe dans ces conditions-là? Alors, ma réponse va se joindre aux considérations mises en avant par mes co-débattrices. Ça veut dire que mettre en place un processus qui élabore des politiques efficaces, qui soient qualitatives et quantitatives, en vue d'avoir des résultats qui soient visibles, mais qui mettent en avant les indicateurs à observer, à évaluer. Deuxièmement, accroître la redevabilité des acteurs. Quand j'ai dit la redevabilité, je vois un peu sur le plan politique, il y a une redevabilité, il y a comment dire, rendre compte. Le fait de rendre compte, ça veut dire après un moment, on doit être en mesure d'évaluer chacun des acteurs sur son domaine d'intervention. Troisièmement, je pense que le caractère immédiat, intransigeant et prioritaire des actions en synergie doivent être mis en avant pour que, à un moment donné, chacun des acteurs ne puisse pas gérer la question de l'égalité de sexe dans son coin, mais plutôt arriver à une analyse, par exemple annuelle, de ce qu'a été la promotion des sexes partout en République démocratique du Congo. Enfin, je dirais, tenir compte de l'action éducationnelle. Parce que, comme on dit en droit international et régional, l'intérêt supérieur de l'enfant et aux droits que l'étoile et aux constellations. Ça veut dire que tout ce que nous faisons aujourd'hui commencerait par la base qui est l'éducation. Voilà un peu le mot de la fin en ce qui concerne l'égalité de sexe dans nos familles, mais aussi beaucoup plus avec les enfants. Mesdames, je vous dis merci. Merci Maître Nelly Mbangou, merci Maître Gracias Kibanja, merci Maître Nadine Saïba. Voilà, nous sommes à la fin de cet échange qui a été organisé par le Studio Hirondelle RDC avec l'appui de l'Union européenne. Retrouvez le Studio Hirondelle RDC sur Facebook en cherchant tout simplement Ngomaya Congo et sur Twitter @Studio Hirondelle RDC et sur notre site web www.studiohirondellerdc.org. Merci à nos intervenantes d'avoir répondu à notre invitation. Merci à elles pour leurs différentes interventions et courage pour votre combat pour les droits de la femme. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente condition d'écoute sur la 88.1 FM Radio Taïna. Nathalie Salagissa et le Studio Hirondelle RDC vous disent à très bientôt.